l'idée, c'était de pouvoir prolonger un numéro qui est sorti cet été et consacré au management public. Vous pouvez voir le titre derrière moi. D'ailleurs, à ce propos, la revue, pour ceux que ça intéresse, sera en vente pendant l'événement. Voilà, je remercie Alexia qui s'occupe de mettre en vente cette revue. Voilà, alors donc on est ravis de pouvoir vous accueillir dans le cadre du mois de l'innovation publique. Donc le management public, effectivement, c'est un sacré chantier. On a pu enquêter dans le cadre de ce dossier sur des nouvelles pratiques managériales qui se sont affirmées pendant la crise sanitaire. Et on s'est intéressé de près notamment à deux approches managériales, la symétrie des attentions et le management dans la subsidiarité. Voilà, donc deux concepts effectivement qui peuvent paraître très théoriques, mais qui sont expérimentés aujourd'hui par des collectivités, par des opérateurs d'État et par les administrations. Et l'idée principale, je résume, mais n'hésitez pas à intervenir, c'est de redonner un petit peu du pouvoir d'agir aux agents publics et de mettre plus à l'aise les cadres intermédiaires qui, dans nos organisations, ont été un petit peu malmenés par la crise sanitaire. Voilà, ça vraiment c'était le fil conducteur de ce dossier. Et alors je suis ravi d'accueillir donc, plusieurs intervenants qui ont participé ou qui ont témoigné dans la revue de ces nouvelles approches managériales. Donc ce que je vais faire en fait, tout simplement, je vais les présenter rapidement et puis leur donner la parole de manière à faire un petit tour de table en première séquence. Et puis après, on est là pour surtout échanger, donc ne pas hésiter à poser des questions. Et puis on aura un débat comme celui-ci, quoi. Voilà, alors, je vais donner la parole déjà à Manon Leroy, qui est chef de projet à la 27e région. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore la 27e région, c'est une association qui œuvre depuis presque 15 ans maintenant dans les collectivités et qui accompagne les collectivités dans leurs projets de transformation et dont la spécificité repose sur un petit peu des programmes de recherche-action. Et là, donc Manon est là pour nous parler d'un programme de recherche-action qui s'appelle Capacité publique et qui est actuellement mené dans une dizaine de collectivités et dans 2 opérateurs d'État. Et donc l'idée est d'aller explorer avec des cadres, des agents, ces nouvelles pratiques managériales, notamment le management par la subsidiarité et la symétrie des attentions. Donc voilà, je te laisse le micro pour que tu puisses nous en dire plus. J'ai 6 orientations et 17 pistes prospectives qui invitent qui participent à la résilience des organisations. Et donc voilà, après cette enquête, il y avait quand même une envie de mettre en test et de voir ce que ça pouvait donner dans le quotidien des organisations. Donc on a lancé Capacité publique en se focalisant sur 3 pistes. Donc il y a le portage d'initiatives spontanées, la micromobilité professionnelle et donc le management de la subsidiarité. Donc il y a eu des premières séances avec les participants d'inspiration, de co-création de ces tests, de partage entre pairs. Et l'idée c'était de venir tester concrètement une incarnation de cette piste au sein de leur organisation. Donc voilà à peu près pour la présentation du programme Capacité publique. Et je pense que Léo, après tu détailleras plus en détail ta participation pour la piste management de la subsidiarité. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions en fait, au fil de la discussion. Il faut que ça reste ouvert et favoriser l'échange. Léo Bazin, justement, donc, chargé de mission auprès de la DGS au sein de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Donc, c'est 700 agents et cadres. Vos compétences, elles portent sur l'assainissement, les équipements sportifs, l'eau pluviale, la gestion des déchets, donc des compétences clés, le développement économique aussi, quand on en discutait, l'aménagement des ZAC, la planification urbaine, donc de vastes missions. Vous vous êtes engagé effectivement dans ce programme Capacité publique,
a démarré en début d'année. Donc c'est un programme de recherche-action qui va se terminer à la fin de l'année, je crois. Ouais. L'idée étant de pouvoir tirer un enseignement de ces expérimentations en collectivité. Donc Léo, donc, tu m'expliquais qu'en fait ce programme te permettait en fait de gagner du temps en fait et tout simplement dégager du temps dans ton agenda pour structurer cette démarche. Voilà, est-ce que tu peux nous revenir un peu sur cette démarche et ton retour d'expérience? Oui, ça marche. Donc, bonjour à tous, Léo Bazin, donc chargé de mission auprès de la DGS de Cergy-Pontoise Agglomération. Comme tu le disais Julien, et comme tu le disais Manon, nous on a saisi l'opportunité du programme Capacité publique porté par la 27e région, et notamment sur le volet management de la subsidiarité, pour s'inscrire à fond dedans et profiter de ces opportunités. Pourquoi est-ce qu'on a choisi, et pourquoi notre directrice générale a choisi qu'on puisse s'inscrire dans cette démarche? Tout d'abord, le constat un peu global on va dire d'une situation, d'un contexte de sortie de crise, si tant est qu'on en soit sorti, et qui, on va dire, a amené de fait les agents, les managers à, on va dire, à avoir une initiative, une autonomie, de gré ou de force, j'ai envie de dire parfois, renforcée. Prenant acte de ce constat, on a choisi en interne de s'intéresser au management de la subsidiarité, à la fois dans le cadre du programme Capacité publique, mais de manière plus globale au niveau, j'ai envie de dire, stratégique et planification de notre agglomération. C'est un pan à part entière, un chantier à part entière de notre projet d'administration territoriale. Projet d'administration, j'en profite pour le dire, porté à la fois par notre directrice de projet Anne Duchier qui est là dans la salle, et on va dire on a été conseillé, accompagné tout le long par Oyena. Donc on a travaillé avec la 27e région et Oyena, ce qui explique notre présence aujourd'hui. Une fois, on va dire, ce constat posé, on a été intéressé par la notion de subsidiarité telle que l'a entendue la 27e région dans son programme capacité. Toujours un problème technique. C'est les joies du direct, effectivement. Bon, bah écoutez, on va continuer sans micro. Voilà. Donc, Léo était en train de nous expliquer effectivement. Je vais continuer sans micro. Marche, quoi, désolé. Donc la subsidiarité, on a été intéressé parce qu'on l'a compris et on a suivi cette démarche en entendant cette notion sous l'angle par lequel la 27e région l'avait elle-même définie, à savoir, pour être assez synthétique, la bonne décision prise au bon endroit, prise au bon échelon, plus précisément au sein des directions, au sein des services, plus précisément de notre organisation. Partant de là, on a essayé d'esquisser, on n'a même pas essayé, on a esquissé une méthodologie avec la 27e région et on va dire sous l'aune aussi de l'IENA toujours, pour travailler sur ce sujet. Comment est-ce qu'on s'en est, on va dire, sorti au-delà, enfin, on va dire plutôt à l'issue des sessions de travail collectif qui ont fait, on va dire, l'essence même du programme Capacité publique et des échanges qu'on a eu avec les autres collectivités parties prenantes. Métropole de Grenoble, ville de Lyon, etc. Donc des entités qui pouvaient être souvent plus importantes que nous en termes d'agents, de budget, etc. De nous inscrire dedans, du coup, avec la direction générale au sens large, hein, les DGA, la DG, Oyena, la 27e, évidemment, Anne Duchier, notre directrice de projet. On s'est interrogé, on a déjà interrogé plutôt les DGA, les directeurs qui pouvaient être volontaires pour expérimenter un premier processus de mise en place de management par la subsidiarité dans notre organisation. Il se trouve qu'à l'issue de tout cela, le choix s'est porté sur le service gestion administrative et statutaire qui est situé au sein de notre DRH. Donc, avec des problématiques réglementaires, etc., qui incombent
qui font l'essence même des services DRH. Néanmoins, on a été intéressé de tester ça en son sein. Très concrètement, on a, avec quelqu'un qui n'est plus dans notre organisation, mais le poste a été sauvegardé, donc c'est l'essentiel, avec notre ancienne chef de service emploi compétences, A2, moi et elle s'appelait Marilyn, on a mis en place des ateliers avec toute la ligne managériale de ce service. C'est-à-dire un service composé principalement de gestionnaires, on a associé la chef de service évidemment, la DRH, on est remonté jusqu'à la DGA ressources. On a associé toute la ligne managériale d'un service d'à peu près 10 personnes. À l'issue évidemment d'une réunion, une petite réunion de présentation classique du programme et de ce qu'on comptait faire, il y a plus précisément 3 ateliers qui ont été menés. Sur ces 3 ateliers, on a choisi de réserver le premier atelier pour discuter avec les manageuses, donc la chef de service, la DRH, la DGA, moi et Marilyn, notre binôme, pour faire réfléchir du coup à la fois sur ce qu'elles entendaient par la notion de subsidiarité, elles, les risques et les inconvénients qu'elles pouvaient percevoir, leur ressenti aussi, donc une notion presque, c'est un travail qui touche profondément à l'humain, hein, ce processus. Du coup, on a quand même insisté sur la notion de ressenti. Est-ce qu'il y a de la peur, de l'appréhension, de l'angoisse, au contraire d'une certaine envie de pouvoir essayer d'aboutir à une meilleure répartition des tâches, notamment. L'objectif étant à la fois, je reviens dessus, une meilleure répartition des tâches, donc une responsabilité, on va dire, mieux organisée, mais in fine, le principal objectif, le principal avantage, c'est quand même de définir un cadre de confiance renforcé au sein du service de la direction et au final de l'organisation. Donc, premier atelier avec les managers, on les a phosphorés un peu là-dessus. Ça marche. Oui. Premier atelier, donc on les a phosphorés un peu là-dessus, donc les managers. L'atelier 2 et 3, je les détaillerai un tout petit peu après, on a associé toute la ligne managériale, donc les gestionnaires sont rentrés dans la danse, j'ai envie de dire, et c'est tout à fait normal. Sur l'atelier 2, on a fait phosphorer les gestionnaires cette fois-ci sur la même chose, les risques, les inconvénients, leurs attendus sur une meilleure répartition des tâches, sur la subsidiarité après en avoir expliqué bien entendu la notion. Ce qui est important de dire, j'ai envie de dire, c'est on a vu un réel déblocage au sein, enfin pendant ces 3 ateliers, donc 3 ateliers de 2 heures, hein, au final 6 heures, c'est à la fois long et court. Que tu disais, Julien, au début, c'est que ça a permis tout bonnement, effectivement, de dégager du temps dans les agendas, mais pas que le mien, de tout le monde, toute la ligne managériale, pour pouvoir se consacrer à plein temps pendant 6 heures sur ces sujets. Finalement, on se rend compte que sur bon nombre de sujets d'ailleurs, on n'a pas tout le temps de le faire, et des fois c'est juste une question de trouver le temps, effectivement, de le faire. Ça fait écho d'ailleurs à un atelier sur le temps qu'on a mené dans le cadre d'un projet d'administration, petite dédicace. Du coup, ce qu'il en est ressorti, à la fois, on a vu un déblocage progressif, à la fois de la part des managers, mais aussi des gestionnaires sur ces sujets. C'est-à-dire qu'en gros, au départ, vous pouvez avoir une certaine appréhension, mais pas que des agents, mais aussi des managers, de pouvoir s'exprimer, on va dire, là-dessus, devant ou ces agents pour les managers ou devant ces managers pour les agents. Un petit blocage, la peur d'être mal perçue, mal comprise, etc. Et à cela s'ajoutait, et ça va un peu dans cette même veine, j'ai envie de dire, il y avait une certaine crainte de la part des gestionnaires, tout simplement d'aller au-delà de leur une crainte qu'on les oblige à aller au-delà de leur fiche de poste, d'avoir du travail en plus, et finalement la crainte d'être débordé in fine. De l'autre côté, il y avait quand même une envie très concrète, surtout de la part des gestionnaires, je fais un peu focus là-dessus, donc de la part des agents, d'avoir une crédibilité renforcée dans leurs tâches, une autonomie, et ils n'ont pas être lâchés dans la nature sans aucun contrôle, bien entendu, mais une autonomie renforcée, et ne plus, ça c'est un exemple qui nous avait été donné, et qui avait un peu traumatisé n'est pas le mot, mais qui avait été marquant pour les agents, c'était, on nous a vraiment cité cet exemple-là plusieurs fois, d'une fois où la décision d'un gestionnaire avait été contredite par la hiérarchie, ça avait vraiment marqué les choses, et on nous disait oui, mais pourquoi de la subsidiarité si après, de toute façon, il n'y a que des cas exceptionnels, et on sera démenti par quelqu'un qui va nous outrepasser et passer directement au niveau directeur, voire DGA, pour obtenir ce qu'il souhaite.
On a non seulement écouté tout ça, on les a surtout écoutées elles, parce que c'était majoritairement féminin. Ce qui en est ressorti, c'est le livrable, pour être très clair, à l'issue de ces 3 ateliers, où on a pu les écouter sur, je répète, les avantages, les inconvénients, leurs ressentis, et bien entendu, je voulais dire le plus important, des propositions. Propositions à la fois de la part des managers et des gestionnaires sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place, sur quelles actions précises on peut avoir une meilleure répartition, une confiance renforcée, quels sont, on va dire, les garde-fous sur telle ou telle action pour pas que ça passe, pour pas que ça soit sans contrôle, quoi, non plus, parce qu'il faut doser le contrôle, il ne faut pas qu'il n'y en ait plus non plus, même s'il faut qu'il soit peut-être plus souple dans certains cas. Et donc on s'était accordé, au départ on hésitait, c'était aussi la question à la 27e région avec Nadège Guiraud, Manon et toute l'équipe, sur la nature du livrable. Est-ce qu'on se fend d'une note au risque, là c'est moi qui le dis, qu'elle cale un coin de table au bout de 6 mois, ou est-ce qu'on se fend de quelque chose de très lisible, très clair, opérationnel en quelque sorte. Et donc a été décidé, on n'a pas inventé la lune, néanmoins c'est quand même pas mal, un simple tableau A3, alors je ne l'ai pas là, mais disponible pour vous le montrer, simple tableau A3, avec l'objet de l'action qu'on a décidé et qu'on a défini comme étant subsidiarisable, qui gère cette action actuellement, qui devrait maintenant la gérer dans un cadre davantage subsidiarisé, une éventuelle mention d'un garde-fou, contrôle, canevas, de courrier, etc., qui devrait être validé en amont pour sécuriser la prise de décision. La sécurité étant également un élément très important qui a été soulevé, et là de part et d'autre, par toute la ligne managériale. Pour cette sécurité, je fais une petite incise, je ne serai pas trop long, on a consulté notre directrice secrétariat générale, notre responsable des affaires juridiques, pour voir au niveau des délégations, s'il y avait besoin de transfert de délégation, de la DRH vers la responsable de service, etc., pour sécuriser l'action, pour pas qu'on devienne un peu, on va dire, hors la loi, entre guillemets. Donc, après avoir fait ce travail de sécurisation, après avoir rassuré et donc sécuriser les managers et les gestionnaires, on a eu ce tableau très simple qui est maintenant, de manière très concrète, dans le service, est affiché, placardé dans le bureau des gestionnaires, dans le bureau de la chef de service et de la DRH, me semble-t-il également, pour pouvoir se référer à ce qui a été vraiment décidé comme étant subsidiarisable. Et je vais être davantage concret, puisque là on parle d'un service de gestion administrative et statutaire, donc service RH pur et dur, tout simplement les tâches qui ont pu être subsidiarisées, c'est ce niveau de responsabilité qui a été on va dire, refondu, ça peut être la rédaction de courrier, d'informations aux agents sur telle ou telle chose, j'ai plus le détail exact, la rédaction et la signature d'attestation, qui pour la plupart, pas toutes, mais pour la plupart étaient directement prises en charge ou par la responsable de service, mais même parfois par la DRH elle-même. On voit qu'il y avait, ça a été reconnu même par les participants, parfois une certaine absurdité, mais qui en fait était expliquée par un certain historique au sein de la DRH et du service en particulier, qui expliquait que la DRH prenait en charge telle ou telle attestation, tel ou tel courrier, et ça faisait à la fois perdre du temps, ça c'est une chose, et à la fois vous avez le risque que les agents, en l'occurrence les agentes, se voient un peu, aient un peu un sentiment de délégitimation, qu'on ne leur fasse pas confiance. Voilà. Et on a senti au fur et à mesure des ateliers, pour finir bien sûr au 3e atelier, que les langues se sont déliées dans le bon sens, que les idées fusaient un peu partout, qu'au départ les gestionnaires qui étaient réticentes, à la fin, je vais être un peu caricatural, en voulaient presque trop, mais c'est plutôt positif, parce qu'on a vu une vraie évolution. Et ça, on peut tout simplement, moi en tout cas, je pourrais l'expliquer, il y a peut-être plusieurs explications, mais moi j'explique surtout par le fait qu'on a trouvé le temps de parler en bonne intelligence pendant 6 heures, avec toute la ligne managériale sur ces sujets, et avec moi et Marilyn, qui connaissait aussi très bien l'équipe, et qui a su utiliser un peu de la maïotique, c'est-à-dire faire accoucher les idées, qui souvent étaient enfouies, mais avaient du mal à être exprimées, on peut le comprendre, en tout cas au départ. Voilà, et vous faire un dernier mot sur les suites qu'on compte donner, parce qu'évidemment ça va essaimer ce management par la subsidiarité au sein de la collectivité. Donc on a présenté ce que je viens de vous parler, on l'a présenté en CODIR élargi, un comité de direction élargi, donc en prenant en compte
directeurs, DGA et chefs de service au sein de la communauté d'agglomération. Ça a fait, je ne peux pas dire autre chose, hein, ça a fait fureur, enfin, en tout cas ça a plu à non seulement tous les DGA, mais une bonne partie des directeurs et directrices. Du coup, on a du pain sur la planche, vous dire que ça va être testé chez nous au sein d'une direction opérationnelle, cette fois-ci pour avoir l'autre côté, hein, là c'était une direction ressources, direction opérationnelle, on va avoir sans doute d'autres problématiques, sur un effectif un tout petit peu plus élevé, donc pour rien vous cacher, ce sera le service du patrimoine végétal, voilà, chez nous. On a choisi quand même une directrice qui était aussi très demandeuse, donc voilà, donc ça va être testé dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent. Et ça a pour objectif d'être d'essaimer davantage, puisque la nouvelle chef de service emploi compétence chez nous, Sandrina, et ses 2 chargés de développement RH devraient, on va dire petit à petit, reprendre le flambeau de ce projet, de cette expérimentation en notre sein, pour, je répète, le faire essaimer au final un peu partout. Voilà, pour la présentation. Merci, c'était déjà assez détaillé à ce stade. Alors, on a souhaité inviter aussi Gilles Delalloy, hein, qui représente Haute-Fournier, pour la ville de Marseille. Alors, la ville de Marseille n'a pas participé directement au programme de capacité publique de la 27e, mais puisque c'est un projet plus politique au départ, qui a été lancé il y a 2 ans, et dont les impacts sur l'organisation sont colossales, puisque vous avez renouvelé tous vos DGA en 1 an et demi, et vous avez lancé des chantiers de transformation managériaux assez importants. Donc Gilles, en discutant pour préparer cette conférence, tu m'expliquais que toi tu viens du privé en fait, 20 ans d'expérience dans le privé, ancien entrepreneur, qui aujourd'hui se retrouve sans micro. Ouais, ça y est, il n'y a plus de batterie. Bon, là, on va continuer sans micro. Donc aujourd'hui, tu te retrouves à la tête du laboratoire d'innovation et transformation des politiques publiques de la ville de Marseille, voilà, qui est un lab plutôt dédié à l'interne et dont l'objectif est d'embarquer alors moi j'avais noté 12 000 agents, mais vous allez bientôt être 15 000 agents à la ville de Marseille, peut-être. Hein, qui sait. Et sur les joies de la loi 3D. Voilà. Et donc du coup, je trouvais que c'était intéressant d'avoir ton témoignage, parce qu'en fait, l'objectif c'est d'embarquer, comme je disais, les cadres et les agents, et donc finalement d'appliquer ces principes de management par la subsidiarité et de symétrie des attentions. Voilà, je ne te donne pas le micro, mais en tout cas... Oui, merci. Oui, effectivement, alors je vais faire comme mes camarades, un petit peu d'histoire, et on va se placer finalement dans le récit, une étape en amont de ce que Léo vient de nous expliquer. Donc, il y a 2 ans, donc ville de Marseille, Jean-Claude Gaudin, je ne sais pas si ça vous parle un peu, mais plus de 20 ans d'une majorité qui se maintient, donc un système plutôt établi, avec une administration établie, avec des process établis, avec une visibilité pour les gens qui travaillent dans cette administration-là, un changement, on va dire, assez significatif de majorité politique, il y a 2 ans, avec une spécificité aussi qui est le fait que la majorité est composée de plusieurs, on va dire, partis politiques différents, et surtout porté, et a été porté, le printemps marseillais, par la société civile. Donc plutôt des gens qui débutent en politique, qui ne sont pas des politiciens voilà, qui naviguent dans ce milieu-là et dans cette logique-là depuis des années. Donc une certaine fraîcheur et peut-être une certaine innocence aussi en arrivant aux manettes. Et donc un nouveau projet politique est porté, un document qui s'appelle Marseille Politique Publique 2026, qui est posé avec les objectifs politiques finalement de ce nouvel exécutif. Une volonté de renouveler la couche supérieure aussi de management à la ville, donc un nouveau DGS, de resserrer aussi
l'administration, c'est-à-dire qu'on avait précédemment 13 DGA et environ une 70aine de directions. Et on a aujourd'hui 7 DGA et on tourne sur 53 directions. Donc ça veut dire qu'on a fusionné quand même pas mal de choses. Donc voilà, tout ça, ça fait que pour les agents qui sont vraiment dans des fonctions très opérationnelles, des gestionnaires comme tu le disais, on va avoir peut-être des pertes de repères ou de lisibilité sur des flux de validation. On savait que ça passait par là, qu'il fallait appeler un tel, que c'était dans telle direction. Cette direction, elle n'existe plus, elle a été fusionnée avec une autre. Un tel qui était le manager, il n'est plus là, c'est un autre. Voilà, donc il y a vraiment énormément de lignes qui ont bougé et qui ont brouillé un petit peu la visibilité qu'avaient ces agents. Voilà, donc ça c'est pour ce sujet-là, et donc la volonté de cette administration-là, et notamment de Didier Ostré, le DGS, de dire ben voilà, comment est-ce qu'on met l'administration au service de ce nouveau projet politique, qui est quand même relativement et sensiblement différent du précédent. Comment est-ce qu'on fait en sorte que des gens qui étaient installés dans un système et dans une logique et des modes de fonctionnement se mettent au service finalement et viennent adresser des ambitions politiques qui sont sensiblement différentes. Donc l'objectif c'était de passer par un projet d'administration, donc la construction d'un projet d'administration. Donc là avec la concurrence, hein, c'est vraiment qui a accompagné la ville de Marseille sur ce projet-là. Et donc le projet d'administration, comment on repose finalement et on remet finalement l'administration au service d'un projet politique qui a été posé, et la volonté de dire tiens, on a une opportunité là d'embarquer sur ce projet-là les agents d'une façon un petit peu différente. Donc la volonté de dire voilà, on va faire un projet qui a deux façons d'être pris, une façon plutôt descendante et verticale qui est on va demander à chacun des directeurs d'écrire finalement son projet de direction et de venir adresser les politiques publiques de l'exécutif. Et on va demander aussi aux agents, donc on va prendre un autre chemin en parallèle, plutôt par le bas, plutôt transverse. On va demander à des agents volontaires de s'exprimer sur un certain nombre de sujets. Ces sujets ne tombent pas du ciel. On a défini ou on a finalement sélectionné 25 agents qui sont représentatifs de l'organisation, de la ville de Marseille, qui représentent et qui s'appellent l'Assemblée des agents. Donc c'est pas, encore une fois, une instance qui est là pour décider, c'est plutôt une instance qui est là pour fédérer, faire remonter un petit peu et prendre la température du terrain et des agents de la ville de Marseille. Donc ils ont, dans différents ateliers, identifié 6 sujets sur lesquels ça valait le coup d'interroger les volontaires, des agents volontaires. Et il y a un certain nombre d'ateliers, 5-6 ateliers qui ont été menés au Palais des Sports à Marseille, et qui ont mobilisé environ 400 agents. Donc qui sont venus, qui ont pris sur leur temps, qui sont venus de façon volontaire pour travailler sur ces sujets-là. Et donc on a une double approche du projet d'administration, une approche descendante dans les cases, on va dire, organisationnelles, direction par direction, et une approche plutôt sur quels sont les bons sujets à adresser, sur quoi la ville de Marseille et l'administration marseillaise a besoin de se mettre en route, de changer un petit peu la façon dont elle fonctionne. Et avec en juin une journée de la transversalité auquel a participé le maire et Olivia Fortin, qui est l'élu en délégation sur la transformation et la co-construction des politiques publiques. Et donc l'objectif c'était un petit peu de faire se retrouver ces deux démarches-là, une descendante et une plutôt transverse et montante, et de travailler de faire travailler là encore une fois des agents de différents services sur le résultat en fait de ces différents ateliers. 160 pistes de travail ont été identifiées pendant les ateliers, et sur les projets de direction, on a 50 directions qui ont posé des projets avec 5-6 objectifs opérationnels qui ont été timés dans le temps, donc avec une volonté de mettre en œuvre les choses sur les 2-3 prochaines années.
ça c'est un petit peu la logique. Et donc qui arrive normalement ici au mois de novembre sur la formalisation d'un document, un gros document, le projet d'administration, visible, lisible, que tout le monde peut toucher et prendre en main. Donc on est vraiment sur la partie un petit peu amont. Vous avez lancé le défi des voilà. agents. Et l'objectif maintenant, l'objectif c'était pas de produire ce rapport-là et ce document-là, mais c'était plutôt de mettre en action l'administration. Et donc on a identifié sur le travail justement de synthèse et de recherche de tous ces ateliers-là, il y a 10 thématiques qui ont été retenues, qui sont des thématiques vraiment transverses. On peut retrouver par exemple la suite d'outils numériques de l'agent, on peut retrouver l'accueil transverse des usagers, on peut retrouver par exemple le mécénat interne de compétences. Donc voilà, il y a des thématiques diverses et variées. Et qui sont qu'on va activer à partir de maintenant. C'est-à-dire qu'on on a lancé là ce mois-ci les défis des agents. Donc ça, c'est on va dire une petite démarche en 3 temps. Un premier temps, idéation sur cette thématique-là, donc agent volontaire encore une fois. Un deuxième temps, prototypage, une demi-journée, prototypage sur cette thématique-là, toujours des agents volontaires. Ensuite, il y a un porteur, un sponsor qui est une DGA sur chacune de ces thématiques-là, qui s'est engagé avant qu'on démarre de lancer 3 expérimentations pilotes sur les sujets qui émergeront du prototypage. Et ensuite, donc 3 projets, 3 expérimentations, 3 pilotes qui seront menés par des équipes d'agents également et qui sont systématiquement coachés par le LAD et par une communauté de transformateurs qui a été identifiée aujourd'hui, entre 15 et 20 personnes, qui, en plus de leurs fonctions, ont développé des compétences de coaching, de facilitation, de coach agile, de design de services et compagnie. Donc des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer pour donner le pouvoir aux agents de se mettre en action. Donc ça, c'est les étapes, et ces 10 thématiques-là, elles seront lancées tout au long de l'année 2023. Tous les 2 mois, on va avoir une petite série de défis des agents. Et vous avez une DGA qui s'appelle Transformer nos pratiques. Oui, effectivement. Donc, portée par Aude Fournier. Aude Fournier, donc cette DGA, exactement, je vous disais tout à l'heure qu'on est passé de 13 DGA à 7, donc ça resserre un petit peu. Et donc Aude récupère une DGA dans laquelle on a toute la partie numérique, donc la DSI, mais la direction de la transformation numérique aussi, plutôt centrée sur les usages. Il y avait une DSI qui était plutôt très technique et on remet les usages sur le devant de la scène. La DRH, donc DSI, DRH, quand même des gros paquebots. Et on a également une DRI, direction des relations internes, donc qui prend la communication interne, qui prend également l'animation managériale et la culture managériale, et qui prend la marque employeur. Vous voyez que dans ces relations internes, on a sorti des trucs qui sont historiquement plutôt à la DRH, mais qui sont plutôt des questions culturelles et des questions de communication et d'image, de construction d'image. Donc la marque employeur, la com interne et l'animation et la culture managériale. Et donc le lab, donc on se retrouve avec tout ce qu'il faut sous le capot pour transformer une administration. Les ressources humaines, on finit toujours par parler au RH. La DSI, on finit toujours par se retrouver avec un truc numérique dans les mains. Et les relations internes, donc la culture et la communication. Donc comment on parle, on donne à voir, on fait savoir, on valorise ce qui est fait par les agents. Donc pour revenir sur, là on est un petit peu sur symétrie des attentions et subsidiarité. Je pense que la subsidiarité, comme Léo nous en a parlé, on y viendra dans un deuxième temps. Il fallait déjà poser ce cadre-là d'action. Et donc l'objectif, encore une fois, de cadrer, de donner de la visibilité, de structurer un projet qui soit en ligne avec l'objectif et les ambitions politiques. Donc que ce soit clair pour les équipes, parce qu'elle est claire pour les directeurs. Et ensuite, des projets qui viennent plutôt par le bas, où, encore une fois, on s'est posé la question de comment est-ce que nous, agents, à notre niveau, on vient adresser ces politiques publiques-là et ces ambitions publiques. Très intéressant. Alors on a évoqué aussi dans le dossier Horizon Public un petit peu les nouvelles aspirations des jeunes générations vis-à-vis des managers, parce que là on est sur le manager public d'aujourd'hui et de demain.
Et donc on a souhaité inviter Joanne Fora-Porto, qui est secrétaire générale de l'association Fonction publique du XXIe siècle. Donc c'est l'association des jeunes agents de moins de 35 ans, puisque vous avez mené une enquête sur ces aspirations des jeunes générations. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus? Voilà, je pense que c'est intéressant aussi quand on aborde la fonction managériale d'avoir en tête ces aspirations nouvelles des jeunes générations. Dans la crise sanitaire, on peut accélérer ces envies de liberté voilà, des agents et des cadres. Voilà, je te... Plaisir. Bonjour à tous, désolée pour ma voix, je prie secrètement que ça revienne. remarche, ouais, C'est pas peut-être. grave. Donc, je m'appelle Joanne Fora-Porto, je suis chef de projet pilotage et innovation à la mairie de Clamart et je suis ici pour représenter l'association effectivement FP21, donc Fonction publique du XXIe siècle, qui est une association nationale qui regroupe les jeunes agents publics, qu'ils soient contractuels ou fonctionnaires, des 3 versants de la fonction publique, justement pour créer un peu cet esprit de corps. Et un de nos axes de travail, même de bataille, c'est effectivement de pouvoir participer à toutes ces réflexions sur les mutations de l'action et de la fonction publique. Et d'un point de vue managérial, je dirais qu'on a un peu 3 axes. Le premier, c'est de défendre un peu toutes ces attentes et aspirations que portent les nouvelles générations et d'essayer de pouvoir donner des pistes concrètes, parce qu'on dit souvent, effectivement, les nouvelles générations, elles sont en attente de liberté, de plus de sens, de plus de congruence. Bon, une fois qu'on a dit ça, opérationnellement parlant, ça reste quand même assez flou. Donc justement, on travaille à un peu donner des pistes beaucoup plus pratiques. Au printemps dernier, on avait sorti une note sur l'innovation managériale qui allait dans ce sens-là. Le deuxième axe, c'est de travailler sur justement à quoi doit ressembler le manager public de demain, également par rapport aux mutations profondes que connaissent la société. Donc là, par exemple, ça va être l'exemple de l'intelligence artificielle, puisque le début décembre, on part en mission au Canada avec la DGAFP et la DINUM, pour justement creuser toutes ces questions de l'impact de l'intelligence artificielle sur le management, puisque là, on sent qu'il y a des compétences nouvelles qui vont arriver dans un horizon plutôt très proche, plutôt à 5 ans, que vont devoir prendre en main les managers, et pour autant, pour l'instant, on n'est pas encore sur ces discours-là. Et le dernier axe, c'est de prendre le manager aussi, celui qui est en management horizontal. Aujourd'hui, on voit de plus en plus fleurir tous les chefs de projet, les chargés de mission. Nous, ça concerne énormément des membres de notre association. Justement, jeudi dernier, il y avait sur le plateau d'acteurs publics, on parlait de management et certains disaient « Ah, il vaut mieux dire encadrement ». Nous, notre axe, c'est de dire non, il faut rester sur du management parce que quand il est question de construire une stratégie managériale, c'est important de ne pas mettre de côté tous ces agents qui sont en management horizontal. Donc on creuse un peu aussi ces questions-là, donc toujours avec un aspect opérationnel et pratique. Et là, ça va plutôt s'orienter sur, par exemple, des livres blancs. Là, on va en sortir un d'ici fin novembre sur l'innovation sociale dans les établissements de santé. Donc finalement, essayer d'équiper un peu mieux ces managers en horizontal, comment ils peuvent manager et les individualités et le collectif, etc. C'est 3 pistes pour ouvrir le débat. Il y a aussi la transition écologique qui est de plus en plus importante, quoi. Comment est-ce qu'on aborde ces questions-là quand on est manager? C'est pour ça que dans le dossier, on parlait aussi un peu de managers plus engagés vis-à-vis de ces questions-là. Je sais que tu me disais qu'il y a une nouvelle association là, qui a été créée. Une association qui se crée, nous on le constate aussi. Là en fait c'est quand je parlais de concurrence, c'est vrai qu'on a les nouvelles générations qui ont certaines attentes, certaines valeurs. C'est pas l'apanage seulement des jeunes générations bien sûr, mais effectivement elles ont ce besoin de pouvoir incarner dans leur travail toutes ces injonctions que parfois on peut sentir poser sur nos épaules, sur les crises écologiques, les crises énergétiques, mais aussi les questions de diversité et d'inclusion, et dans un sens vraiment très large du terme. Quand on parle de diversité et d'inclusion, c'est pas seulement en termes de handicap, c'est aussi en termes de personnalité neuroatypique. Voilà comment, en tant que manager, moi, demain, je peux me retrouver face à ces individualités-là et pouvoir les manager efficacement. Et on se rend compte qu'en fait, il y a un point de rencontre, puisque toutes ces attentes et ces aspirations que portent les nouvelles générations, elles les portent pour elles-mêmes en tant qu'individus, mais aussi en tant que manager. Elles aimeraient pouvoir mettre tout cela en place pour leurs agents. Donc en fait, on se rend compte
en termes opérationnels, c'est pas seulement les managers qui doivent changer pour pouvoir correspondre aux jeunes générations qui sont dans leurs équipes, mais on a aussi des jeunes managers qui arrivent, qui veulent pouvoir incarner ça, et avec toutes les distensions que ça peut créer en interne d'une administration, certains conflits de valeurs, parfois certains conflits générationnels, d'où l'idée de creuser des pistes extrêmement pratiques sur ces sujets-là. Alors, il y a aussi l'entretien de recrutement qui est un enjeu aussi qui est un lieu de passage obligé. Donc on a souhaité inviter Sigrid aussi Berger, qui est la fondatrice de Profil Public, qui est une plateforme à la fois d'emploi et un média sur les enjeux d'attractivité et d'emploi dans la fonction publique. Et donc toi, tu viens de lancer un jeu de cartes, là. C'est le côté un peu focus sur le jeu de cartes, mais au-delà du jeu de cartes, est-ce que tu peux nous témoigner un petit peu de ce que tu as pu observer en termes d'amélioration de l'attractivité de ces postes de manager et sur les compétences qui sont aujourd'hui attendues dans la fonction publique. Tout à fait. Mais bonjour à toutes et à tous. Merci Sigrid Berger. En tout cas, moi sur la question, effectivement, quel manager public de demain, c'est vrai que tout de suite, comme je travaille sur la question du recrutement, de la marque employeur, tout de suite, je pense à comment on outille les managers publics pour transformer leurs pratiques RH et leur recrutement. Et c'est vrai, effectivement, on a senti un jeu de cartes au-delà, j'allais dire, de la plateforme d'emploi qu'on a créée vraiment pour réenchanter le recrutement du secteur public. Et c'est vrai que ce qu'on regarde et ce qu'on voit en tout cas dans les pratiques aujourd'hui de recrutement, c'est vraiment qu'il y a une évolution, en tout cas par exemple dans les compétences attendues chez les candidats. Alors on avait sorti, maintenant c'était après les différents confinements, on avait sorti une étude qui s'appelle Recrutement et secteur public. Et on avait posé la question justement aux répondants quelles seraient un petit peu les compétences de demain attendues chez les agents publics. Et il y avait six compétences qui justement avaient émergé, et notamment principalement, ce qui est intéressant, c'est que finalement c'était principalement des soft skills. Alors beaucoup de compétences autour de finalement justement les enjeux de communication, les enjeux d'adaptabilité, de plus d'agilité aussi chez les agents publics, la curiosité, la créativité, donc on en revient un petit peu justement là, aux défis qui peuvent être lancés aussi aux agents en interne. Après, il y avait des compétences, j'allais dire un petit peu plus dures autour du numérique, de l'intelligence artificielle, donc on revient un petit peu à ces enjeux numériques, mais on voit qu'au final, c'est vrai que les soft skills avaient plutôt une part majeure parmi ces compétences qui étaient attendues. Et c'est vrai qu'à notre sens, chez le Profil Public, c'est vraiment notre leitmotiv, c'est de se dire comment on transforme un petit peu les pratiques RH. C'est notamment pour ça là, qu'on a sorti le jeu de cartes autour du recrutement, pour se dire comment on rend plus ludique le recrutement, à la fois pour briser la glace, pour marquer aussi l'esprit des candidats lors d'un recrutement, et se dire finalement qu'est-ce que je retiens de mon entretien de recrutement, et également se dire comment on transforme l'expérience du recrutement pour avoir une expérience, je dirais, un petit peu moins stressante du côté du candidat, un petit peu plus ludique. Donc c'est vraiment ces enjeux-là qui sont intéressants à prendre en compte, et du coup qui permettent aussi à travers, j'allais dire par exemple justement un jeu de cartes questions, de se dire comment on prend beaucoup plus en compte la personnalité aussi du candidat, avec des questions un petit peu plus atypiques, comme je dirais quel pouvoir magique aimeriez-vous avoir, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, en tout cas on pourra en discuter sur la partie jeu de cartes, mais au-delà du jeu de cartes, l'idée aussi c'est de se dire finalement les managers publics de demain, sur quel type de management finalement ils peuvent s'appuyer, et ce qu'on voit un petit peu, je vais dire c'est un peu la résultante de toutes les interventions, c'est de se dire comment finalement les managers publics de demain peuvent laisser plus de place aux expérimentations, au droit à l'erreur aussi chez les agents, et finalement
laisser plus de marge de manœuvre aux agents. On avait fait l'année dernière une étude sur justement le tour du monde des innovations RH à l'international. Et ce qu'on a remarqué, c'est que par rapport, je dirais peut-être à un point de vue très franco-français, c'est qu'à l'international, les projets qu'on a mis en valeur étaient finalement des projets qui laissaient beaucoup de place aux expérimentations, au droit à l'erreur, et qui finalement ils avaient pris des risques à l'international sur comment ils ont transformé leurs pratiques RH. Et voilà, c'est en tout cas un des grands enseignements qu'on avait retenu de cette étude. Voilà, je laisse peut-être la place au débat. Voilà, on va peut-être entamer le débat. Alors moi, je vous invite à poser vos questions de manière transparente. Je pense que l'idée, c'est vraiment de susciter un débat. Parce que vous êtes tous en collectivité ou en administration. Donc moi, j'avais peut-être une première question pour lancer le débat. On a parlé effectivement d'une compétence, la soft skill, qui revient souvent, donc le manager plus agile, capable de s'adapter. Mais est-ce qu'on voit aussi apparaître un manager facilitateur, un manager coach? C'est vrai que le terme de coach revient aussi souvent. Donc, qui veut se lancer Peut-être une première réponse, ce sera très court, mais ce que tu dis sur le manager facilitateur coach, nous, c'était complètement le rôle de Marilyn dont j'ai parlé tout à l'heure, et rôle qui est, on va dire, qui va même être repris par à la fois notre chef de service emploi compétences, et je sais aussi que le coaching, c'est une appétence forte des deux chargés de développement RH qui sont dans le service développement emploi et compétences, qui ont une formation à côté de coaching, de coach. Pardon. Donc je m'en arrêterai là, mais oui, je vais répondre effectivement où c'est primordial pour mener de front de tels sujets. Sur la ville de Marseille, on a des coachs. Alors, on en a quelques-uns, mais ils se cachent. Surtout, c'est intéressant parce qu'en ce moment, on est en train de travailler justement avec la DRI, les directions des relations internes, justement sur leur mission qui est animation culturelle, culture managériale et animation managériale. On est en train de travailler sur une charte, on va dire, ou un référentiel managérial. Et donc, on a organisé un certain nombre d'ateliers avec les DGA. Ensuite, les directeurs, plus chefs de service, directeurs de pôle. On a ensuite une autre approche et d'autres ateliers avec du management plutôt de proximité, donc plus de terrain, des responsables des chaînes d'établissement. Ça peut être des écoles, mais ça peut être la police municipale, ça peut être les marchés et compagnie. Et ensuite, on s'est posé la question aussi de faire réfléchir des agents non encadrants au management, parce que forcément, réfléchir au management, c'est un manager et ses équipes, et faire réfléchir juste les managers sur le management, ça nous semblait être un petit peu un biais de réflexion, donc on a aussi intégré dans cette réflexion-là les agents. Et donc il y a des choses hyper intéressantes quand on demande quelles sont les activités du manager et quelles sont les compétences nécessaires ou celles qu'on souhaiterait avoir demain à la ville de Marseille sur le management. On a des choses très très différentes en fonction des strates auxquelles on s'adresse et qui répondent à ces questions-là. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite il y a un truc qui est intéressant aussi, qu'on a trouvé intéressant, qui était de dire c'est quoi en fait de quel référentiel managérial on parle. Est-ce qu'un manager c'est quelqu'un qui a des équipes hiérarchiques, c'est-à-dire qui manage des équipes, ou est-ce qu'un manager ça peut être un chef de projet qui n'a personne en hiérarchique, mais par contre qui fait travailler des équipes du matin au soir. Et donc voilà, donc la notion de management, elle se pose là. Est-ce que finalement, et comment est-ce qu'on arrive à professionnaliser cette notion de manager et de management et d'encadrant, et que ce ne soit pas juste une question statutaire, tiens, j'ai passé un concours, je suis directeur 2, vraiment j'exerce un métier de manager et d'encadrant. Et donc pourquoi est-ce qu'un chef de projet c'est un métier? Finalement il manage du matin au soir. Pourquoi ça c'est un métier et manager c'est pas un vrai métier? Est-ce qu'on forme
micromanagement? Est-ce qu'on accompagne les managers dans leur pratique? Est-ce qu'ils s'accompagnent entre eux? Voilà. Il y a toutes ces réflexions-là, quand on commence à mettre le doigt dans tiens, on va parler de référentiel managérial ou on va parler d'animation ou de culture managériale, on commence à tirer toutes ces ficelles-là et c'est sans fin. Après, sur la question justement du manager coach, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, parce qu'on voit de plus en plus de recrutement de coachs internes, et en fait ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui c'est plus un gros mot d'être coaché en tant que manager, et du coup c'est beaucoup plus intégré, et finalement le manager aussi a besoin d'être coaché, et ça je trouve que maintenant c'est quand même bien rentré dans les pratiques, et au-delà du manager coach, c'est aussi intéressant que les managers soient coachés dans leur pratique. Je crois que l'association Fonction publique du XXIe siècle, tu as évoqué une note. Le titre, c'est Manager ne consiste pas à apporter des croissants. Oui, Ça, vous aviez identifié 13 le titre de la note sur compétences. l'innovation managériale, c'est apporter les croissants n'est pas un outil managérial. Ça part d'un constat assez partagé de ce manager qui finalement n'est pas vraiment manager et qui apporte les croissants en se disant j'achète la paix sociale et ça va bien se passer. Bon, bien sûr, c'est un peu schématisé, quoique ça dépend dans certains cas. Mais en tout cas, effectivement, pour rejoindre cette question des soft skills qu'on abordait aussi dans cette note, en fait, si on doit synthétiser, le manager, souvent, ses missions, elles s'expriment sur deux axes. Le premier, c'est manager les individualités. Et là, on retrouve ce côté coach. On attend aujourd'hui du manager qui s'implique un peu plus dans le recrutement. C'est une attente aussi des agents qui postulent, finalement, avec qui je vais manager. Parfois même rencontrer l'équipe. Voilà, c'est pas tabou. C'est aussi un choix. C'est un échange, hein, un recrutement. Donc, on retrouve ce côté recrutement, être bon communicant pour pouvoir vendre sa direction, les projets qui en font partie, coacher les individualités. Donc tout à l'heure je parlais des profils neuroatypiques, mais il y a aussi sur tout ce qui est gestion des compétences, détecter les talents, là où effectivement une DRH n'est pas toujours au plus près des agents et n'est pas forcément capable de mettre le doigt sur les talents, surtout pour les agents de terrain. Donc aujourd'hui c'est une attente qui est de plus en plus grandissante envers les managers. Et le deuxième axe, c'est d'animer en fait le collectif, donc au sens large du terme, mais son équipe. Et là, on retrouve toutes ces questions de soft skills, donc effectivement un peu de facilitation, d'intelligence collective, qui est une expertise en soi à laquelle on n'est pas toujours formé. C'est pas toujours évident en tant que manager de se retrouver face à une réunion d'équipe pour la première fois, surtout pour les jeunes managers, on l'entend beaucoup. Donc dans ces deux cas, on retrouve tout ce panel de soft skills. Et là où je te rejoins, c'est qu'heureusement, il y a quand même ce coaching des managers qui se développe. Mais nous, en rédigeant cette note, finalement, on a construit une troisième partie, puisque un des constats sans appel qui était fait, c'est qu'il y a encore aujourd'hui une très grande solitude des managers face à leurs pratiques. Parce que justement, ils se retrouvent face aux individualités qu'ils ne savent pas forcément gérer, face au collectif, à des notions comme la transversalité, la gestion de projet qu'on leur demande d'incarner alors qu'ils n'ont pas forcément eu de temps eux-mêmes pour se former à toutes ces compétences qui deviennent de plus en plus prégnantes. Et donc il y a quand même ce côté de faire appel à des coachs, d'aller vers du co-développement et de ne pas oublier que le manager, on a tendance à se dire « Ah bah ça y est, c'est une finalité, j'ai atteint le stade de manager ». Non, le manager en lui-même est aussi un individu qui est toujours en devenir et qui a besoin de continuer à se former. Intéressant. En tout cas, si vous avez des retours d'expérience à partager ou des questions, je vais peut-être rebondir ici parce que c'est vrai que là on est quand même en prise pas mal en ce moment et c'est une expérience qui est un peu chaude, mais quand on demande sur quoi vous êtes en difficulté, vous auriez besoin d'une petite aide externe, on se rend compte que finalement on va tourner autour de sujets qui sont vraiment et qui reviennent systématiquement, quels que soient les niveaux de manager auxquels on s'adresse et auxquels on adresse cette question-là, sur gérer les conflits ou gérer les personnalités difficiles. Ça, c'est un truc où je pense que les managers sont démunis, mais parce que, encore une fois, à quel moment est-ce qu'on veut leur apprendre à le faire, quelle école le fait, de formation, voilà. Donc, à quel moment on a abordé ce sujet hors du cadre de « je suis dans une situation dans laquelle je dois l'affronter ». Donc ça, c'est ce sujet-là. On en a une autre qui est, et qui revient systématiquement, qui est arbitrée. Et ça,
voilà, c'est comment est-ce qu'on arbitre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on objective les arbitrages qu'on fait. Comment est-ce qu'on rend lisible les arbitrages qu'on fait, comment on rend compréhensible pour l'équipe les arbitrages qu'on porte. Et ça, il y a beaucoup de managers qui ont beaucoup de mal. Ils savent prendre une décision, ils sauraient dire ça plutôt que ça. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que l'équipe ait complètement compris le pourquoi en fait il est arrivé à cet arbitrage. Et finalement se l'approprie et s'approprie également cet arbitrage. Et il y en a un dernier qui est justement qui vient avec la gestion des conflits ou des personnalités difficiles, qui est celle de comment je le formulerai, ou comment est-ce qu'ils l'ont formulé, qui est celle de la délégation. Voilà. Où est-ce que vous vous sentez un petit peu dépourvu, ou vous sentez que vous n'êtes pas armé, c'est sur la délégation. Comment on fait pour déléguer ? Et où est-ce qu'on a appris à déléguer, encore une fois ? À quel moment de notre formation et de notre parcours on nous a appris à déléguer ? Voilà. Je pense qu'on a des vrais déficits là-dessus, sur les outils, la façon dont on objective les choses. C'est pour ça que la démarche dont tu parlais est hyper intéressante. Comment est-ce qu'à un moment donné, on structure cette démarche-là ? On la co-construit, on la structure, et finalement, on se dit, ah bah, le fait de poser la limite à cet endroit-là, c'est la bonne limite, en fait, c'est le bon endroit. Parce que déléguer, on peut considérer comme manager que déléguer, c'est bien là. Et puis, le coéquipier dit, bah non, en fait, moi, j'aimerais bien que ce soit plutôt là. Voilà. Donc, c'est ça, co-construire un petit peu toutes ces notions-là, c'est ça qui est pas évident aujourd'hui, je pense, pour beaucoup de managers. Après, je crois qu'il y a la question. Il y a une question là. Allez-y, vous pouvez vous présenter aussi comme ça. Bonjour, moi c'est Sarah. Je ne travaille pas en collectivité, j'ai beaucoup travaillé avec des collectivités, et aujourd'hui je suis cofondatrice d'un studio de formation qui s'adresse notamment aux agents publics sur des questions de transition écologique et comment on fait évoluer son organisation pour prendre en considération ces grandes mutations et tous ces grands enjeux qui s'imposent à nous. J'ai deux questions, si vous me permettez. Une première question pour Léo et ou Manon, de savoir si dans l'expérience à Cergy et chez les autres collectivités que vous avez dans le programme Capacité Publique, est-ce que vous avez connu des situations de point dur, c'est-à-dire qu'entre les gestionnaires et les managers, il y avait des actions subsidiarisables qui n'étaient pas considérées de la même manière par les deux bouts de la chaîne managériale, et comment vous avez géré ce sujet. Et une deuxième question, peut-être plus pour Sigrid et Joanne, sur les compétences que vous observez chez les managers de tout âge, je dirais. Est-ce que justement, sur cette question de la transition écologique, est-ce que ce sont des choses que vous voyez apparaître, notamment autour de la capacité à comprendre des enjeux qui sont très méta et réussir à les transformer en quelque chose d'appréhendable à l'échelle d'une direction, d'une équipe, et de réussir à créer l'action au-delà d'un constat qui peut ressembler un peu à un mur quand on se rend compte de l'énormité des défis qui sont présents déjà. Merci en tout cas. Merci par, Ouais, alors le seul hic, c'est que du coup à la 27e, on s'est répartis sur les pistes. Tu veux intervenir Maëlle ? Sur la subsidiarité, et en point de vue, je viens qui me vient à l'esprit là, c'est une collectivité qui voulait faire réfléchir ses managers. Je crois que c'est des référentiels managériales, j'ai oublié le jeu des questions, mais en tout cas demander à ces managers de réfléchir eux-mêmes à ce que serait leur référentiel managérial. Le projet a pris du retard, peu de retard, beaucoup de retard. L'idée c'est que ce soit vraiment les managers qui s'approprient ça, et en fait nous avons compris que le sujet prenait du retard et allait s'arrêter parce qu'il y avait un changement de direction. Et le DG avait dit non, finalement ce projet n'est plus prioritaire. Moi, en tant que directeur, j'estime que ce
ce référentiel managérial, ce n'est plus un projet prioritaire, je voudrais le faire moi-même. On a trouvé que c'était particulièrement intéressant, paradoxal, parce que là, on demande aux managers de réfléchir eux-mêmes à leur référentiel, parce que c'est eux qui sauront le mieux, en fait, sur cette compétence. Et puis finalement, par une reprise de contrôle de la DG, on a retiré le pouvoir qu'on leur avait donné, non, parce qu'en fait, ce pouvoir, il leur appartenait déjà à la base. Mais en tout cas, voilà, il y a des stocks qui étaient là-dessus, et ça, typiquement, c'est ce qu'on trouve. C'est peut-être ce que vous trouverez à la CLCP aussi, c'est quelque chose où on donne des compétences aux agents, on leur dit allez-y, tu peux le faire, et puis finalement, les agents eux-mêmes ne sont pas trop de le faire. Nous, les managers, ça veut bien en théorie, mais en fait, ça ne va pas trop. Et le fond noir, un jour, il est souvent là, tout le monde est d'accord sur le graphique, il faut vraiment aller dedans. Mince, est-ce qu'on ose vraiment? Du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, Marie, pour l'instant, les échos que j'en ai, on a un relais, hein, nous, notre DGA ressources, bon, comme tous les DGA, vous allez me dire, c'est un vrai relais de la volonté de la DG, ce qui est normal, mais du coup, elle suit de près, en tout cas, elle suit le démarrage de ce dont on est convenu au cours de ces ateliers au sein du service gestion administrative et statutaire. Pour l'instant, les échos que j'ai, et on va faire un bilan, c'est-à-dire que vers la rentrée, je pense, on va faire un bilan à plus 3-4 mois pour voir véritablement le démarrage. Pour autant, les échos que j'ai, c'est que ça prend bien forme et ça se met en place au sein de ce service, donc d'une dizaine de personnes dont j'ai parlé. Pour l'instant, écho plutôt positif. On verra ce qu'il en est pour le service suivant, hein, et pour les services suivants. Pour l'instant, on est plutôt confiant. Pour parler des points durs, en fait, on a été, j'ai oublié de le dire, mais la question me permet de l'ajouter, on a tous été convenus, je ne sais plus si c'était dès l'atelier 1, enfin, dès le départ, ou assez rapidement en tout cas, avec les managers et avec les gestionnaires, que de toute façon, ce qui pouvait être, on va dire, subsidiarisable, assez aisément, c'était ce qui n'avait pas très peu d'enjeux juridiques. C'est-à-dire qui engagerait juridiquement la collectivité. Ça, tout le monde en était convenu. Donc il y a une forme de consensus. Pas de point dur de ce côté-là. Les points durs, le point dur qu'il y a pu avoir touche, et comme je l'ai dit au départ, c'est un processus qui est quand même avant tout profondément humain, touche aux personnalités. Et en l'occurrence, c'était plutôt entre manageuses. Qu'entre les manageuses et les gestionnaires. Où il y a eu, bon, le point dur, c'est peut-être un peu exagéré, mais où il y a eu des difficultés. C'était assez facile de s'exprimer, en tout cas au bout d'un petit temps, sur ce qui était subsidiarisable ou pas entre gestionnaire et manageuse. Beaucoup moins sur ce qui était subsidiarisable ou pas entre manageuses. Voilà, point dur. Et sur la deuxième question, donc, transition écologique et compétences. Sur les enjeux de transition écologique, alors oui, j'allais dire, aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience, notamment par le gouvernement, puisqu'il y a eu l'annonce d'un grand plan de formation autour des enjeux de la transition écologique. Alors sans doute, j'allais dire, sous la pression aussi de pas mal, de mouvements étudiants, notamment pour un réveil écologique ou autre, mais on en a entendu pas mal parler, ou beaucoup d'étudiants aussi dans les écoles, et même les écoles aussi de services publics, qui demandaient à une plus grande prise de conscience des enjeux et une plus grande formation aussi, notamment des hauts fonctionnaires aussi sur le sujet lié à la transition écologique. Donc je dirais enfin oui, il y a une prise de conscience. Après je dirais que l'attente, elle est encore plus grande du côté des candidats. En tout cas nous c'est ce qu'on voit chez Profil Public, c'est du côté des candidats. Aujourd'hui ils nous disent tous j'ai envie de rejoindre une organisation qui est engagée en faveur de la transition écologique, et ils ont envie de savoir concrètement qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que l'organisation fait concrètement pour, par exemple, réduire l'empreinte carbone sur ses politiques publiques, etc. Donc, je dirais qu'il y a une vraie attente du côté des candidats, et il y a cet enjeu quand même de formation à venir aussi côté manager. Pour compléter, nous justement, c'est une question qu'on se pose du côté de FP21. Est-ce que c'est vraiment une question de compétence quand il s'agit d'un manager? Alors,
Alors si on parle d'un DG à vie durable, oui, c'est quand même une question de compétence, bien sûr. Si on parle d'un DSI classique qui se retrouve face à la loi Rennes qui oblige à une certaine sobriété numérique, là c'est un peu plus compliqué. Et finalement, est-ce que c'est pas plutôt une certaine agilité, une certaine sensibilité que doivent avoir les managers sur un peu tous ces grands enjeux, toutes ces inventions qui commencent à naître et qui commencent à être de plus en plus fortes. Et finalement, je rejoins Sigrid, on voit tous les jeunes agents, ils arrivent avec cette volonté de s'attaquer concrètement à tous ces enjeux-là. Et finalement, est-ce que le rôle du manager, c'est pas plutôt de se reposer sur ces jeunes agents qui arrivent et qui portent plus justement l'expertise et les compétences, un coup sur la transition numérique, un coup sur la transition écologique, un coup sur la transition énergétique, parce qu'il y a quand même beaucoup d'axes, il y a beaucoup de challenges dans ces siècles à venir. Donc moi je dirais, alors c'est vrai que la question est encore ouverte, mais c'est peut-être pas tant une question de compétences hard, mais mieux de pouvoir maîtriser ce qu'on entend par ces enjeux-là, de pouvoir parler la même langue avec nos agents, pouvoir comprendre quelles sont aussi les grandes réformes en cours du côté de l'État, plutôt que d'être vraiment sur de la compétence. Est-ce que moi, manager, directeur ou chef de service, je suis capable d'évaluer mon impact carbone sur tel projet? Voilà. Je pense qu'on n'est peut-être pas obligé d'aller dans ce degré-là et justement de se reposer plutôt sur des expertises, soit au sein des équipes, soit un peu répandues dans les collectivités. Si je prends l'exemple de la loi Rennes, on voit des postes de numérique responsable qui du coup se déploient. Et finalement, on voit fleurir tous ces rôles qui servent un peu de consultant interne et de se dire, voilà, un peu humblement, en tant que manager, en tant que directeur, en chef de service, je ne suis pas en pleine maîtrise des hard skills, les compétences sur certains sujets, c'est pas grave, j'ai un consultant interne qui va venir m'éclairer. Donc moi, Romain Pupier, je suis responsable de la culture managériale et de la conduite du changement à la métropole européenne de Lille. Moi, je voulais faire un peu retour d'expérience sur la question de manager coach, les postures qu'on attend, les points durs dans le déploiement. Donc on a des découpages approchant de notre ancienne voisine. Donc nous, on a une équipe dédiée. Donc moi, la mienne, en fait, on a un cabinet de conseil en interne dédié au management et ce qui est changement, transition, réforme culturelle, etc. Ce que je voulais dire vis-à-vis de ça, c'est que alors moi je suis très opposé au manager coach à titre individuel, parce qu'il faut arrêter d'aller dans la démultiplication des casquettes des managers. On leur demande d'être manager qui commence déjà par ça, c'est déjà beaucoup, et de clarifier ce qu'on met derrière en termes de posture et en termes d'agir. Il ne faut pas oublier l'agir, parce que la posture, c'est souvent des grands mots, c'est des notions que chacun interprète comme il veut. Si on est dans créer des grilles de lecture communes, un langage commun, des référentiels communs, des dénominateurs communs, on est aussi là dans des enjeux de... Il ne faut pas uniformiser le management. La meilleure façon de manager, ce qu'on dit toujours à nos managers, c'est la vôtre. Pour autant, on a des exigences au sein de la MEM, on a des référentiels communs, des dénominateurs communs. C'est autour de ça qu'on va articuler. Après, la façon de le faire, elle vous appartient, mais on est là pour vous accompagner. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit, je pense qu'il faut assumer l'importance d'avoir des ressources dédiées. Parce qu'effectivement, le manager, on ne peut pas leur demander de s'auto-saisir de tout. Ça arrive souvent de faire cheat à la fin derrière. Parce qu'effectivement, c'est un changement culturel, c'est un changement de la façon dont on va travailler, c'est un changement de réflexe. Ça ne se fait pas spontanément, ça se fait à force. Et c'est mieux d'avoir quelqu'un qui tire un peu les équipes derrière. Je pense que c'est très important en fait d'assumer. On ne peut pas attendre des managers que tout le monde s'auto-saisisse et change spontanément. Même parce qu'impulser une dynamique, c'est hyper facile, on est tous capables de le faire. Là, dans l'exemple que vous disiez, effectivement, c'est pas grand-chose, parfois impulser une dynamique, c'est 2-3 ateliers, parfois ça développe des choses, ça lance. Mais ça, c'est juste le début du travail. Le vrai travail, c'est l'implémentation qu'il y a derrière. Et il faut faire attention à ça, les effets d'annonce, parce qu'on peut lancer des dynamiques, s'il ne se passe rien derrière, on va faire l'effet inverse, on va désengager les gens, parce que de toute façon, c'est des paillettes, ça sert à rien, il ne se passe rien derrière.
Et nous, c'est ce qu'on fait avec nos managers quand on les accompagne. Moi, ce que j'aime bien cet oxymore, c'est avoir l'ambition de la simplicité, l'ambition de ne pas aller trop loin, savoir être modeste. Voilà, l'ambition de la modestie, parce qu'il vaut mieux un changement visible et réaliste qu'une ambition à 50 ans qu'on de toute façon ne verra jamais, puis Michel, Gérard et Paul sont partis entre-temps. Voilà, faire un escalier, trouver les petites marches, et déjà monter une première marche, ça se voit qu'on a monté la marche. Et après, se poser la question de la marche d'après, etc. Merci pour votre retour d'expérience, intéressant. Il y a madame, et après je vous Bonjour, donc Christelle Prieur, je travaille au département de la Seine-Saint-Denis, donc au service culture. C'est pour revenir par rapport aux enjeux de formation sur la transition écologique. Je pense que c'est vraiment un sujet justement, c'est comment dans chaque métier on s'empare en fait de ces enjeux-là. Même si on sait qu'il peut y avoir une direction, délégation à la transition écologique, des consultants avec qui on peut travailler, je pense qu'il y a vraiment un travail de reprendre tous nos métiers au prisme en fait, des enjeux de transition écologique. Et c'est là, et comment on développe justement nos compétences spécifiques, transition écologique et nos compétences métiers. Et là, je vois par exemple qu'on est en train de travailler sur un plan pluriannuel d'investissement. Donc clairement, les enjeux de transition énergétique et écologique vont être dedans. Mais on est un peu démunis quand même, alors nous en tant que professionnels de la culture par exemple, ou du patrimoine, alors peut-être un tout petit peu différent, mais en tout cas professionnels de la culture sur comment on traite en fait ces enjeux, au-delà je dirais de la sensibilisation qu'on peut avoir en tant que tout citoyen déjà engagé en fait sur ces sujets-là. Et je pense qu'il y a vraiment un enjeu, alors qu'il était un tout petit peu, il y a une première réponse qui a un peu été amorcée au niveau de l'État en lançant des formations des directeurs d'administration centrale. Et après, c'est tous les métiers, tous les niveaux. Et c'est vraiment comment on transforme en fait nos métiers en fait sur ce prisme-là. Et je crois qu'il y a vraiment des compétences que sur lesquelles on doit s'emparer aussi. Voilà, donc c'est un peu une réflexion ouverte et comment on va travailler ça aussi dans les prochaines années au niveau de la fonction publique et de manière plus large dans nos corps de métiers respectifs aussi. Donc, je ne sais pas s'il y a des expériences par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est un chantier énorme en fait de repenser aussi nos compétences en fait pour qu'on puisse apporter en fait, des réponses très ajustées par rapport aux enjeux écologiques, par rapport aux enjeux de politique publique sur lesquels on travaille. Ils ne seront pas les mêmes forcément si on est dans la culture, dans le sport, ou si on traite de la question de l'habitat ou autre. Donc il y a vraiment un chantier, je pense, à ouvrir. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une question de compétences ou finalement est-ce que c'est pas une question d'outils surtout? C'est pour ça que je pense qu'il y a la piste des ressources internes, puisque c'est des outils qu'on doit être en capacité en tant que manager de comprendre, d'utiliser et d'expliciter à nos agents. Mais est-ce qu'on a vraiment quelles compétences typiques de, par exemple, la transition écologique devraient maîtriser absolument tous les directeurs métiers, par exemple? Non, c'est pas forcément de maîtriser toutes les compétences liées à la transition écologique, mais c'est de revoir par rapport à nos prismes, à nos métiers, parce qu'on ne fait pas tous les mêmes métiers dans une collectivité. C'est moi, en tant que professionnelle de la culture, comment je traite par rapport à dans ma relation partenariale, par exemple, quand je fais une demande d'instruction de subvention, quand je mets en place un appel à projet, des choses comme ça, comment je traite en fait cette question de transition écologique qui a forcément un impact énorme en fait, à l'échelle d'un territoire, parce qu'on crée, on fabrique de la politique publique et de l'action publique. Et voilà, donc après il y a plusieurs, après il y a la sensibilisation. On ne peut pas parler de transition écologique si soi-même on n'est pas convaincu. Donc voilà, il y a une conversion écologique, on va dire, personnelle. Mais après, pour moi, donc c'est question d'outils, de compétences, de démarches, c'est assez large en fait. Et c'est comment on repense en fait notre métier par rapport à ces enjeux-là. Et donc là, par exemple, dans la culture, la grande tension, c'est en fait c'est le déplacement des publics qui génère le plus d'empreintes carbone. Mais un musée
fermée au public ou une salle de spectacle qui n'accueille pas son public, ce n'est pas possible. Donc voilà, donc c'est comment on travaille en fait tous ces tensions-là qui vont forcément générer de l'évolution dans nos pratiques de métier en fait, et qui sont très spécifiques en fait. Ouais. Merci pour votre témoignage. Je crois qu'il y avait une autre question, réaction. Donc, bonjour, moi je suis Christelle Touvenin. Je suis consultante. Principalement, je fais du design d'écosystèmes circulaires et je travaille pas mal sur l'hybridation de compétences, des compétences du futur, et de nouveaux métiers. Et en fait, j'ai une question qui est en résonance d'une expérience que j'ai eue il y a de nombreuses années dans des structures publiques et parapubliques. J'en ai fait plusieurs. Et ma question, c'est comment, dans la fonction publique, valorise-t-on, reconnaît-on, gratifie-t-on les bons managers? Question. La question de la reconnaissance. Voilà. C'est pas grand-chose, mais je sais que nous, notre directrice générale, a passé pour consigne là tout récemment. J'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais, et je suis pas sûr que ça se fasse partout d'ailleurs. Comme critère, elle a rajouté 2 critères dans les entretiens d'évaluation des agents, agents compris managers, bien entendu. Ça reste à préciser néanmoins, ça la direction, un critère d'agir en faveur, en tant que faire se peut, dans son cœur de métier de la transition écologique et énergétique, et un critère qui n'existait pas, aussi surprenant que ça puisse paraître, sur le management. Donc, vous parliez de gratification, c'est pas une gratification monétaire ou etc. Néanmoins, dans les entretiens annuels d'évaluation des managers du coup, il y aura une rubrique dédiée à l'animation, le management du service de la direction. Voilà. Bon, ça va se matérialiser chez nous là, mais c'est tout récent. Donc évalué par les managers, par ses équipes. Par ses, non, par son supérieur, par son N+1. Parce que c'est vrai que dans la marque employeur, on fait la part belle au sens, évidemment, et à tout ce qui concerne l'écologie, le bilan carbone, toutes les transitions, la diversité, tout ça. Mais parfois aussi, ça peut être un peu frustrant qu'il y ait très peu de méritocratie dans le process et qu'on soit obligé d'attendre comme le petit copain qui fait moins bien, voilà, le passage d'échelon et d'être finalement au même niveau que tout le monde alors qu'on fait beaucoup mieux. Enfin, c'est pour ça que je suis partie. C'était ça le truc. Une réaction peut-être de Ce qui me gêne dans votre question, c'est le côté récompenser les bons managers. Moi j'ai un problème avec ça, parce que pour moi le bon manager, c'est suffire à des résultats opérationnels, mais aller évaluer le bon manager du mauvais manager, c'est un peu mettre des critères de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Le management c'est très complexe, d'une équipe à l'autre, oui, il y a des équipes, on sait, c'est beaucoup plus compliqué de mobiliser, de motiver ces équipes, notamment, il faut l'assumer, on a aussi une part de nos agents qui font strictement alimentaire et qui sont beaucoup plus compliqués à mobiliser. À l'inverse, on a des agents hyper engagés dans leur travail, ultra motivés. Voilà, le point de départ, il n'est pas si facile, on doit pas les mêmes, chaque équipe est différente. Donc moi j'ai un vrai problème à dire qui est un bon manager et qui ne l'est pas. Par contre, aller sur le terrain des résultats et évaluer, je pense que évaluer sur des dénominateurs communs, donc par exemple dans les EPA, on va réaliser parce qu'on va remettre en cause un peu les dénominateurs communs. Mais effectivement, on a une section entière dédiée sur l'évaluation du management par la hiérarchie du manager et par ses agents. Dans les deux sens. Donc sur des dénominateurs communs qui sont des attendus qu'on attend de chaque manager. Après, on ne va pas associer une note au meilleur manager ou au moins bon, c'est plutôt là où il y a un enjeu de gestion, c'est effectivement il y a des comportements managériaux qui nuisent au collectif et là il faut intervenir. Par contre, nous on ne souhaite pas promulguer une seule bonne façon de manager et qui serait sujet à méritocratie. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai pas dit qu'il y avait une seule façon de manager.
Non, mais genre, ça peut être le risque et pour relève dans mais dire c'est sur pas les fini. bons managers. Et donc, nous, là-dessus, on pense que c'est pas les bons managers qui vont être avant. Et justement, là où moi j'ai un problème, c'est que ça va être plutôt les résultats collectifs de l'enjeu. Parce que quand on réussit, c'est pas le fait d'une personne, c'est le fait de toute la chose qu'il y a derrière. Que ce soit l'équipe hiérarchique ou l'équipe projet. Et donc pour moi, la méritocratie, c'est un enjeu, mais les équipes. Oui, ça peut être ça aussi. C'était la question de la reconnaissance en fait. Ouais, je pense. Voilà, c'est de la qui est reconnaissance, plus, c'est pas forcément du manager, ça peut être du manager et de son équipe. Mais c'est pour... enfin, ce qui m'intéressait, c'est aussi, quand on a parlé un peu de marque employeur et tout ça, parfois ça ne suffit pas non plus. Je veux dire, avec le sens, on ne paye pas son loyer, quoi. Oui, La reconnaissance passe aussi par la justement, rémunération. Et voilà, c'est vrai que c'est c'est- quelque chose qui est souvent tabou dans la fonction Oui, publique, c'est la rémunération. c'est pour ça que je pose la question. Au-delà de la question, effectivement, bon manager, mauvais manager, je suis d'accord avec vous que ça renvoie à la question de la reconnaissance qui est Ouais, beaucoup c'est plus ça. globale et qui n'est pas liée uniquement d'ailleurs au manager, parce que c'est la reconnaissance de finalement tous les agents publics. Et on avait fait du coup, des profils publics, un manifeste 10 propositions pour le secteur public de demain qu'on avait co-construit avec des étudiants. Et les étudiants nous disaient, dans les 10 propositions, il y avait une proposition où ils disaient moi, si je rejoins le secteur public, j'ai envie d'être fière de travailler pour le secteur public et j'ai envie d'être reconnue pour mon travail. Donc il y avait vraiment cet enjeu de reconnaissance, mais au final, cet enjeu de reconnaissance, il est aussi bien en interne de l'administration, comment finalement, effectivement, on donne cette reconnaissance, mais c'est peut-être aussi le rôle du manager aussi, de donner cette reconnaissance aussi aux agents qui travaillent dans son équipe et comment voilà, il fait... En tout cas, il montre cette reconnaissance. Et en même temps, je trouve que cette reconnaissance, elle est aussi vis-à-vis du grand public et des usagers du service public. Et en tout cas, c'est ce que nous disaient les jeunes. Ils nous disaient, aujourd'hui, j'ai l'impression que le service public est assez décrié. Et du coup, si dans une soirée, je dis, moi, je travaille pour le service public, je ne vais pas avoir en retour justement ce côté reconnaissance. Alors, il y a eu un peu pendant la crise ce côté reconnaissance, les applaudissements aux fenêtres, etc. Mais c'est vrai que c'est une vraie question, en tout cas, et notamment chez les jeunes, en tout cas, c'est beaucoup convenu. La reconnaissance, d'ailleurs, dans votre enquête, ça fait partie des grandes aspirations. Quoi. Oui, ça et notamment la question de la rémunération. Oui, en fait, effectivement, on a le même constat que toi. Effectivement, la reconnaissance, c'est une des attentes fortes des jeunes générations. Donc, en termes de valoriser le travail qui est fait, mais également en termes de rémunération. C'est vrai que c'est tabou, mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus prégnant pour les jeunes générations, parce que la rémunération est aussi un outil de reconnaissance. Et c'est pas tant de se dire je veux toucher un salaire mirobolant, mais c'est de se dire je suis payé à ma juste valeur. C'est surtout ça en fait l'enjeu. Et peut-être pour rebasculer sur le côté management, quand on veut valoriser, il faut savoir de quoi on part peut-être. Et en fait, ce qui manque aujourd'hui peut-être, c'est justement cette question de référentiel. Donc on le voit, vous disiez, heureusement, il y a quand même des initiatives qui se lancent et dans les entretiens professionnels, on ajoute cette évaluation sur les compétences managériales du manager. C'est pas encore toujours le cas. C'est pas complètement obligatoire, si ce n'est une petite case avec 3 cases à cocher. Bon, en tout cas, moi, c'est une réponse que je fais et qui ne suffisent pas. Et pour autant, il y a des pistes qui se dessinent, puisque suite au Ségur de la santé, il y a l'obligation dans les établissements de santé d'établir une stratégie managériale. Pourtant, pour l'instant, ça n'a pas été dupliqué à l'échelle de la territoriale ou de l'étatique. Et peut-être que c'est une piste de se dire, voilà, plutôt que de se dire, c'est quoi nos valeurs, et parfois c'est un peu vide de sens, c'est quoi le management qu'on a envie d'incarner. Alors certes, ça peut rester encore vague, mais ça permet déjà de tracer des lignes en termes de recrutement, en termes de formation, en termes d'évaluation, et donc en termes de valorisation. Sans ce référentiel-là, moi, ça me paraît difficile de se dire je valorise telle personne, parce qu'après, il y a toujours l'enjeu de pouvoir expliciter pourquoi on a valorisé telle personne et pas telle autre. Si on n'a pas les critères pour exprimer pourquoi, ça peut être compliqué. Vous pouvez peut-être réagir à... Ouais, non, mais allez-y, parce que c'est intéressant. Jonathan, moi je suis chef de projet au ministère de la Transition écologique, mais j'ai travaillé longtemps en collectivité territoriale, beaucoup plus longtemps.
C'est peut-être au-delà de questions, c'est peut-être plus des commentaires sur ce qui vient de se dire aussi, ou des observations, des retours d'expérience qui me sont propres. On va en reparler peut-être, mais moi je pense effectivement aussi il y a des bons managers et des mauvais managers. Vraiment. Et je stigmatise personne, hein, c'est pas donné à tout le monde, voilà, il n'y a rien d'inné. Il peut y avoir des noms en tête par contre, quand tu dis ça, t'as des noms en tête. Évidemment. Moi j'ai managé des très grosses équipes, donc j'en ai côtoyé beaucoup aussi. Donc, ce sont mes expériences, mais je pense vraiment que voilà, il y en a qui progressent en revanche, hein, mais voilà, c'est très compliqué le management. Après sur la reconnaissance, moi là c'est mon, j'ai envie de dire ma vision à moi personnelle, la reconnaissance de mon travail, je l'ai toujours glané dans les moyens qu'on me donnait pour bien le faire. Donc ça devient forcément de plus en plus compliqué parce que quand même globalement les moyens ont tendance plutôt à se tarir, où qu'on soit. Et puis peut-être un commentaire ou une question à mon sens un peu sous-jacente finalement du questionnement central qui est le cœur de la conférence d'aujourd'hui. Quel manager? On a beaucoup parlé des compétences et donc de la formation, la façon dont il faudra accompagner ou faire évoluer au travers le coaching, etc. les managers pour pouvoir être capables d'appréhender et bien manager demain. Évidemment que la formation est extrêmement importante. Moi, je suis assez effectivement dubitatif sur l'évolution de l'offre ou du contenu, plus exactement, pas tellement quantitative, mais qualitative, notamment dans la dimension managériale. Là, pour le coup, je reviens sur la territoriale, où de fait, là où nous, enfin, il y a 25 ans, on avait 6 mois de formation initiale avec beaucoup de management. On a à peine une semaine aujourd'hui, quand on vient d'avoir le concours. De fait, mécaniquement, c'est extrêmement compliqué d'avoir quelques fondamentaux ou d'acquérir quelques fondamentaux théoriques à la sortie de vos concours. Déjà, de fait, mécaniquement, c'est impossible. Puis après, il y a comment l'organisation à l'intérieur, dans vos pratiques, etc., vous permet, vous donne le temps, ou vous autorise, même parfois, de par sa culture ou sa propre politique managériale, à effectivement faire vos armes, à faire des erreurs, à progresser, etc. C'est un autre débat, et il me semble que là, on a aussi un problème, parce que en termes de moyens, et je dirais pas tellement finalement de moyens humains ou financiers, mais de temps. On laisse de moins en moins le temps aux gens de digérer, de se former, de mettre en œuvre les projets avec la rigueur et la méthodologie nécessaires, parce que parfois vous avez des managers qui sont managers d'équipe et de projets en même temps, et des projets extrêmement complexes. Je vous parle de projets voilà, dans des grosses métropoles, ce genre de choses, c'est extrêmement compliqué, voire c'est épuisant évidemment. Et puis vous avez la cohabitation justement à l'intérieur de ces organisations encore très verticales, des managers de projet et des managers hiérarchiques, j'ai envie de dire. Et comment on fait cohabiter tout ça, ça me semble un enjeu extrêmement important qui, à mon avis, aujourd'hui, plutôt perdant-perdant que gagnant-gagnant, notamment parce que le temps vient à manquer, la ressource et le temps vient à manquer pour pouvoir piloter correctement tout ce que ça implique et l'articulation qu'implique des gestions de nombreux projets transversaux, qui sont tout à fait légitimes et qui sont extrêmement porteurs, d'ailleurs engageants. Quand il s'agit de transformer, ce que j'entends de la ville de Marseille, etc., c'est effectivement, il y a beaucoup de gens qui auront envie d'adhérer, probablement, mais comment ceux qui sont à l'intérieur, dans les gros projets ou au pilotage, vont pouvoir le faire véritablement pour que ça s'ancre durablement, et que ça fasse évoluer durablement les pratiques managériales. Là, j'avoue que je leur souhaite bon courage, quoi. Vraiment. Mais voilà, moi, en tout cas, j'ai jamais vécu ça, et ça fait un peu, effectivement... ça réenchante. Pour le coup, aussi, ça peut redonner certaines perspectives. Pour la communication peut jouer un rôle aussi là-dedans, mais vraiment comment ensuite ça va se traduire réellement dans la pratique quotidienne des agents. Et ce qui est affiché, écrit le plus souvent aujourd'hui, on est très fort pour faire des belles chartes, des beaux référentiels, etc. Mais on est beaucoup plus en difficulté quand il s'agit vraiment qu'elle fasse sens et qu'elle trouve un écho sur le terrain dans ce que vivent les agents. Moi, c'est ça qui m'inquiète beaucoup, cet écart qui est de plus en plus important et que les managers eux-mêmes, notamment aux échelons intermédiaires, subissent. Moi, je vois plein de managers, y compris dans les plus jeunes, très engagés, très investis, peut-être même trop, qui s'épuisent vite. Moi, je me suis épuisé au bout de 25 ans. Il y en a, au bout de 2 ans, ils sont voilà. Non, mais c'est... Et je trouve que ça passe un peu au second plan, voire même que certains managers, y compris tout en haut de la hiérarchie, ne prennent pas assez soin dans la régulation des choses, des projets de la charge finalement, quelle qu'elle soit, parce que paradoxalement, ils sont surengagés, ils sont à fond. Et ça, il me semble manquer là un échelon ou quelque chose dans les organisations qui aujourd'hui, du coup, les rend maltraitantes, sans forcément en avoir la volonté au départ. Et ça, c'est un risque qui me semble un peu émerger, et on le voit dans différents
indicateurs, baromètres, etc., où quand même les indicateurs, il y a beaucoup de flux qui sont rouges quand même. Sur la santé mentale, etc. Moi, ça, c'est quelque chose auquel j'ai, en tant que manager, toujours essayé, mais c'était une pratique, ou c'était une expérience, c'était une approche qui m'était propre, mais dont j'ai le sentiment qu'elle devient de plus en plus difficile, quelle que soit la volonté des uns et des autres, à mettre en œuvre et à faire vivre concrètement dans la gestion des équipes sur le terrain, quoi. Moi, je suis très inquiet pour ça. Vous voulez peut-être réagir? Non, mais j'ai plein de trucs à dire sur tout ce qui s'est dit là. Moi, je passerai des heures. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'était faire un petit peu un lien entre ton intervention et puis celle de mon ex-voisin nordiste. On a... non, mais parce que je trouve que c'est une vraie bonne question. On est sur la transition éco. Ok, les politiques publiques. Ok, à un moment donné, on n'a pas le choix. C'est-à-dire il faut qu'on produise des politiques publiques qui génèrent moins d'impact environnemental, c'est évident, énergétique, c'est évident. La question c'est, on en est à la phase de prise de conscience et on en est de l'autre côté à vouloir produire des résultats. Et on est vraiment, et ça c'est l'image de nos administrations. On en est là, c'est-à-dire on en est à se dire, ah ben ça a changé, mais en même temps il faut qu'on produise des choses qui montrent que ça a changé. Et qui nous prouvent aux agents que ça a changé. Et donc on est vraiment dans ce... Et là on entend depuis tout à l'heure injonction, on est vraiment à fond dedans. Mais je pense qu'on est dans une période qui vient contraindre nos organisations de cette façon-là. On est vraiment dans un moment où il faut on a à peine compris qu'il fallait changer et il faut qu'on démontre et qu'on se mette déjà et qu'on donne des preuves que ça a changé. Et voilà, et donc là, je reviens sur l'épuisement, sur la santé mentale et ces impacts-là. Voilà, je pense que tout ça, c'est pas... Il y a quelques liens quand même à tirer là-dessus. Après, sur ce que tu disais sur pas très fan du manager coach, manager agile, manager machin, manager servant, suiveur, leader, tout ça. Moi, je te rejoins un petit peu là-dessus. Je pense que à la fin... Je pense que la réponse que tu as amenée ensuite sur l'évaluation du manager, qui doit être une évaluation sur ce qu'a produit le collectif et sur la valeur qu'a créé le collectif finalement, elle apporte une réponse un petit peu sur la façon dont on peut voir ce rôle du manager, qu'est-ce qu'un bon manager par un bon manager, outre les côtés humains et on a tous rencontré des moins bons que les autres. Mais la question c'est plutôt de se dire finalement un manager c'est une équipe. Un manager sans équipe, ça ne marche pas. Un manager sans agent, ça ne marche pas. Un manager sans équipe, ça ne marche pas. Et cette équipe-là, comment on la juge, comment on la reconnaît et comment on lui permet aussi de prendre conscience, mais de faire en même temps et de tenir compte des enjeux on dit les enjeux de demain, mais c'est les enjeux d'hier déjà. Donc voilà, donc on est vraiment là aujourd'hui, et je suis d'accord avec vous, assez complexe à gérer. Et le manager, moi j'ai toujours considéré que c'était vraiment un job un peu pourri parce qu'on est entre le marteau et l'enclume. En général, on n'a pas de moyens, très peu de moyens et très peu de marge de manœuvre quand on est manager. On les a pas sur les rémunérations, mais on les a pas sur plein d'autres sujets. Donc on a très peu de marge de manœuvre et par contre on prend en plein les contraintes d'en bas, du dessus, de côté, ceux de l'extérieur. Donc voilà, c'est un vrai... et c'est pour ça que si on n'en fait pas un vrai métier, et que les gens qui rentrent en management, ils ne sont pas conscients de ça, on peut se retrouver justement à produire du mal-être et de la souffrance pour tout le monde, hein, pour le manager comme pour ses équipes. Donc voilà, je ne sais pas comment l'exprimer mieux que ça, mais on est vraiment dans une période et sur des fonctions qui sont vraiment sous tous les feux. Je crois qu'il y avait encore une question, puis après on va passer à un atelier pratique. Oui, c'était juste pour donc Anne Duchine, on est professeur de l'administration, et donc c'était un peu pour abonder un peu dans ce qui a été dit. Donc nous on a fait pas mal d'ateliers avec les différentes cibles managériales. On est sur la rédaction d'un référentiel managérial avec les managers. Voilà, on essaye d'avancer avec eux, avec la difficulté quand même qui est quand même notable
c'est notamment sur le management intermédiaire, et qui est lié à des problématiques de recrutement qu'on rencontre tous, hein, où on a quand même des postes à pourvoir, donc des agents qui veulent bien être sur le management, mais qui veulent beaucoup aussi préserver leurs équipes, voilà, qui sont sous tension, donc qui à la fois, comme vous, hein, se sont prononcés sur des questions de délégation, d'arbitrage, voilà, ce sont des sujets qui sont, voilà, dont ils ont extrêmement conscience, sur lesquels ils ont besoin d'aide. Mais dans une période où c'est vrai que c'est très compliqué, et ça je pense qu'on ne peut pas du tout poser ces questions de management public de demain sans parler de ce qui se passe aujourd'hui et de cette difficulté qui est réelle au quotidien, voilà, de comment on fait avec un collectif. Et c'est ça qui est assez surprenant, je trouve, il y a beaucoup de postures managériales qui sont des postures de protection par rapport à leurs équipes et non pas d'animation ou d'aide à l'autonomie, voilà, merci, des équipes, voilà, c'est un peu ce qu'on peut faire comme constat. Et je trouve qu'il peut être un peu significatif, voilà, d'une période avec chez nous un engagement très fort des équipes et des managers, hein. Donc voilà, on n'est pas, je pense qu'on peut partager ça avec d'autres collectivités, mais je trouve que c'est assez symptomatique de l'époque et de ce qu'on vit et de la difficulté qu'on peut avoir sur ces questions-là. Juste pour rebondir sur ce que disait Léo sur la question de nos DGS qui a voulu évaluer le management, c'est plutôt un signe à destination voilà, et des équipes et des managers pour dire voilà, il y a un vrai enjeu pour nous de travailler ces questions, de les travailler collectivement. On nous demande de réfléchir, voilà, mais c'est des choses sur lesquelles on retravaillera quand on aura finalisé le référentiel managérial, etc. Merci, je crois qu'il y avait une dernière question. Bonjour, Amélie Brun, département du Calvados. J'avais une question pour Gilles au niveau de la ville de Marseille. Est-ce que dans ce grand mercato un peu que vous êtes en train de faire au niveau de vos managers et de la direction générale, est-ce que vous avez commencé à identifier un peu ce que vous attendiez des managers à la ville de Marseille? Et est-ce que vous avez laissé peut-être une année à l'ensemble des managers pour arriver à ce que vous attendiez en disant mais après il y aura peut-être des changements? Ou est-ce que non, vous n'êtes pas dans une démarche aussi dure? Enfin voilà, comment vous amenez les choses? On est un peu, et c'est la remarque que tu faisais aussi tout à l'heure, on change la roue en roulant, donc voilà, donc, on continue à vendre pendant les travaux, voilà, c'est toutes ces images-là. En fait, il faut continuer à faire tourner, en même temps, il faut construire le truc d'après. Et donc on est en train de réfléchir et travailler sur la culture managériale de demain, et de commencer à la construire à petits pas, et en même temps on a un gros plan de recrutement, et donc il faut qu'on fasse avec, sans savoir vraiment et avoir formalisé exactement où on veut aller, et le profil du manager, et le profil culturel des managers qu'on souhaiterait avoir, mais on recrute en même temps, donc voilà, on essaie d'être malin comme tout le monde, et c'est justement toutes les difficultés, c'est-à-dire on construit peut-être avec des logiques d'hier encore sur le recrutement parfois. Ça c'est une des remarques que je voulais faire, hein, on parle souvent de former des managers, mais les managers on en recrute ou on en nomme aussi. Quels critères et quelles grilles d'évaluation on s'applique pour dire tiens ça sera lui plutôt que lui, et est-ce qu'elles sont sur plutôt les softs, plutôt sur le... Voilà, mais comment ceux qui sont en place par contre, ceux qui sont en place, vous observez bien les managers qui correspondent à ce que la direction générale attend et les autres. Encore une fois, le correspondre à ce que la direction générale attend, là aujourd'hui, ce qu'on attend, on revient dans la logique du bon manager et du mauvais manager, tu vois, quand on dit ce que la direction générale attend, à la fin, ce qu'attend le maire de Marseille, c'est que la qualité du service public, elle s'améliore sensiblement du point de vue du Marseillais. Donc voilà, il n'y a qu'un juge de paix ici. C'est que finalement le Marseillais voit que la qualité du service public elle s'améliore quel que soit le service avec lequel il est en interaction. Donc en fait le bon manager ou le mauvais manager ou celui qui correspond à, en fait encore une fois on va revenir sur est-ce que le collectif produit du service public de qualité, c'est ça qui est vraiment la priorité et la pratique d'obsession qu'on a. Il n'y a pas chez vous une sorte de personne qui... Enfin, si les résultats ne sont pas là, parce qu'effectivement, ça peut être des collectifs qui dysfonctionnent,
les managers ne sont pas forcément sur la sellette. Parce qu'on a vu des collectivités comme qui ont fait partout, ça. hein. Parfois on vire des joueurs, parfois l'entraîneur, mais c'est un peu comme partout. En tout cas, c'est quand même. Non, mais c'est, encore une fois, il n'y a pas de règle là-dedans. À la fin, il faut que ça tourne, il faut que ça fonctionne, il faut que ça se voit. C'est surtout ça. Hein. Donc là, on est encore une fois sur une transition. La transition, elle doit être incarnée, elle doit être visible, pas de l'intérieur chez les agents, mais de l'extérieur surtout. Donc à la fin, les Marseillais ont voté pour un changement. Il faut qu'ils voient qu'ils n'ont pas voté pour rien. Voilà, donc ça, c'est surtout ça le juge de paix. Je vous propose de passer à la deuxième séquence de cet après-midi. On va passer aux ateliers pratiques. Donc c'est les équipes d'Oyana qui ont travaillé sur ces ateliers. Si tu veux nous en dire plus, Marine. Merci bien, je vais introduire un petit peu la suite de cet après-midi. On vous a prévu des petits ateliers. Alors, finalement, c'est pas vraiment un atelier, c'est plus un jeu de plateau. Donc un autre jeu que celui de profil public qu'on testera avant. L'idée de ce jeu de plateau, c'est de partir un peu de ces... Vous les avez appelés un peu les postures. Finalement, c'est ça, il y a différentes postures que le manager peut endosser aujourd'hui. Et de ces postures, il en découle des compétences et peut-être un parcours de compétences derrière. Et donc on va vous poser un petit peu la question de comment est-ce que nos managers avec ces postures-là, quelles compétences ils doivent acquérir pour vraiment s'épanouir dans cette posture, et surtout par quels moyens ils peuvent les acquérir. Vous avez abordé tout à l'heure, je crois, certainement vous deux, la question des formations qui peut-être ne bougeaient pas assez vite, mais finalement il y a plein d'autres manières, plein d'autres moyens d'acquérir des compétences, et c'est un petit peu là-dessus qu'on souhaiterait vous questionner. Vous avez abordé aussi plein de types de managers, notamment le manager écolo. On en a un qui est tout chaud, je crois, qui est par là-bas, qui est un manager engagé sur l'écologie. On en a un qui nous intrigue énormément, qui est le manager non-manager. Donc effectivement, un manager sans équipe ou un manager avec une équipe sans manager, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on peut réussir à l'inventer ou à construire son parcours ou pas? Ça peut peut-être être aussi une des résultantes de ce jeu. Du coup, je vous invite à venir vous distribuer à peu près 3-4 par table. On les a disposés, donc il y en a quelques-uns derrière vous, il y en a un devant, mais l'idée c'est de partir avec votre chaise pour aller à votre table et qu'on puisse peut-être réaménager un petit peu l'espace puisqu'on est dans un espace un petit peu contraint.